Ce soir, je serai votre guide pour un voyage à travers la Grèce antique, aux côtés d'Artémis, la déesse de la chasse, de la nature, de la lune et de la naissance. Ensemble, nous découvrirons l'enfance d'Artémis et la vie qu'elle a menée une fois devenue adulte. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. La déesse de la nature sauvage, de la végétation et de la naissance arriva sur cette terre dans des circonstances plutôt étranges. Il y a fort longtemps, Zeus, le dieu du tonnerre, posa les yeux sur Leto, la déesse de la maternité. Et à l'instant même où il la vit, il fut frappé par sa beauté et sa force. Pendant des jours, il fut incapable de penser à autre chose. Il revoyait sans cesse la grâce de ses gestes, l'éclat de ses cheveux et le frisson qu'il ressentait chaque fois que son regard captivant se tournait vers lui. Il était éperdument épris. Et, ne voyant pas d'autre issue, il décida de conquérir Leto. Mais Leto aussi avait ressenti un élan puissant pour Zeus. Le simple fait de le regarder faisait bondir son cœur comme jamais auparavant. Elle ressentait un étrange mélange de paix et d'excitation, une vague douce et vaste dans laquelle elle se laissait emporter avec bonheur. Dans cette vague, elle sentait son avenir. Rapidement, Zeus et Leto devinrent inséparables. Leurs escapades secrètes dans les forêts, semaine après semaine, ne faisaient qu'amplifier leur amour. Et bientôt, Leto découvrit qu'elle était enceinte. Mais cela posait un grave problème. Zeus était encore marié à Héra, la reine des dieux. Héra, bien que souvent vengeresse envers les mortels et les nymphes que Zeus séduisait, réservait rarement sa colère aux déesses ou aux titanides. Mais avec Leto, les choses furent différentes. Quand elle apprit que Leto portait les enfants de son époux, Héra fut prise de rage et de chagrin. Elle émit un décret interdisant à quiconque sur terre d'offrir refuge à Leto. Ainsi, la jeune déesse fut forcée d'errer de terre en terre, cherchant désespérément un endroit pour mettre ses enfants au monde, mais partout, on lui refusait l'asile. Jusqu'à ce qu'elle atteigne l'île flottante et stérile de Délos, créée spécialement par sa sœur Astéria, afin qu'elle puisse y accoucher. C'est là que Leto s'installa, entourée de quelques déesses et nymphes compatissantes, et enfin, elle donna naissance à ses jumeaux. Artémis et Apollon. Apollon était fier et puissant dès ses premiers instants. Il devint vite un symbole de jeunesse et de beauté. Ses traits étaient si parfaits, si lumineux, qu'ils semblaient presque irréels. Il devint le dieu du tir à l'arc, du soleil, de la musique et de la danse. La plupart des dieux grecs l'admiraient et l'aimaient profondément. Il vécut de nombreuses aventures avec des êtres puissants et divins. Artémis, en revanche, prit un chemin bien plus paisible. Elle était, elle aussi, d'une grande beauté, à l'image de sa mère. Et très jeune,
Elle comprit qu'elle serait sans doute poursuivie par des dieux comme par des mortels. Mais Artémis ne voulait pas de l'amour des hommes. Elle trouvait toute sa joie dans la paix des forêts. Alors qu'elle était encore adolescente, elle entreprit un long voyage jusqu'au mont Olympe pour aller voir son père, Zeus. Celui-ci fut surpris de recevoir la visite de sa fille, qui venait si rarement à lui. Mais Artémis lui expliqua qu'elle avait pris certaines décisions pour sa vie et qu'elle voulait qu'il les accepte et qu'il les respecte. Tout d'abord, Artémis déclara qu'elle souhaitait rester vierge pour toujours, intouchée par l'amour romantique ou par les mains d'un autre. Elle ne voulait être liée à personne, ni être poursuivie ou convoitée. Zeus fut surpris par cette demande. La plupart de ses enfants étaient friands de romance, certains, dirait-on, un peu trop. Ils aimaient le pouvoir qu'ils avaient en tant que dieux et aimaient séduire d'autres êtres puissants de la Grèce antique. Mais cela, ce n'était pas du tout ce que cherchait Artémis. Malgré son étonnement, Zeus accepta la requête de sa fille et lui promit de faire en sorte que ses vœux soient respectés. Mais Artémis avait d'autres souhaits. Elle sourit à son père, heureuse de voir que la conversation se déroulait si bien. Elle lui demanda ensuite un arc et des flèches forgés par les puissants cyclopes. Encore une fois, Zeus fut surpris. Après tout, Apollon, son frère jumeau, était déjà le dieu du tir à l'arc. Il aurait pu lui offrir un arc à tout moment. Mais Artémis voulait autre chose. Elle expliqua que beaucoup de dieux et de déesses considéraient Apollon comme inégalable, tandis qu'elle était souvent reléguée au second plan. Elle voulait prouver au monde et à l'Olympe qu'elle était tout aussi forte et talentueuse que son frère, peu importe ce que cela exigerait d'elle. Zeus, sentant combien cela comptait pour elle, et sachant qu'il ne pourrait pas lui refuser une telle chose, se rendit auprès des Cyclopes et leur demanda de forger un arc et des flèches puissants. Artémis les rangea avec soin dans son carquois, celui qu'elle utilisait depuis plus de 10 ans. Et oui, elle était aussi habile qu'Apollon, même si peu le reconnaissaient encore. Mais Artémis avait une dernière demande, et c'était peut-être la plus importante. Elle demanda à Zeus de l'aider à rassembler un groupe de nymphes, des compagnes qui parcourraient bois, forêts et marécages à ses côtés pour protéger les jeunes filles et les femmes en détresse. Zeus fut touché par la noblesse de cette mission, bien qu'un peu surpris. Il accepta d'aider Artémis à former son groupe de gardiennes. Et avec cela, Artémis était comblée. Elle remercia son père et repartit sur son chemin, le cœur léger, heureuse de l'avenir qui l'attendait. Son âme était en paix. Elle savait que le sens de sa vie l'appelait et qu'elle marchait enfin dans la bonne direction. Et ainsi, l'histoire commença. Artémis ne vivait plus sur l'Olympe, ni sur l'île de Délos où elle était née. Elle était partie explorer des lieux plus sauvages, plus vastes, des terres qui reflétaient mieux son cœur libre et son esprit nomade.
Elle disparut dans les forêts profondes, entourant ce qu'elle appelait la cité des hommes. Et c'est là, dans les bois, qu'Artémis commença à vivre une vie au-delà de ses rêves les plus fous. Une vie si pleine de joie, d'espoir et de promesses qu'on aurait pu croire qu'elle était sortie d'un conte de fées, un conte pas comme les autres. Artémis voulait vivre une vie faite de tout ce qui faisait vibrer son cœur. Chaque jour, elle voulait nourrir son âme, retrouver son souffle et incarner la mission qui l'habitait. Et dans les forêts, entourée par la nature, elle pouvait le faire. Certains matins, Artémis s'éveillait au moment où le soleil passait tout juste au-dessus des montagnes, encerclant la magnifique forêt où elle vivait. Les rayons dorés du soleil, rayons portés chaque jour par son propre frère, Apollon, se déversaient sur son visage, réchauffant doucement son corps et l'invitant à se réveiller avec un sourire tranquille. Pendant ces premières minutes du matin, elle laissait ses paupières s'ouvrir lentement et ses yeux s'attardaient sur la forêt autour d'elle. Et quelle merveille que ce décor! La forêt était luxuriante, avec des feuilles aussi douces que des coussins, aussi parfumées que les champs de fleurs sauvages qui poussaient à leurs pieds. Tout autour d'elle, le paysage n'était qu'un kaléidoscope de vert. Émeraude, sauge, mousse, jade. Un mélange de teintes fraîches qui semblait danser et se mêler harmonieusement à chaque souffle du vent qui serpentait entre les arbres. Les rayons du soleil filtraient à travers le feuillage comme s'ils avaient été peints depuis le ciel, traçant des rubans d'or qui faisaient scintiller le sol moelleux de la forêt, illuminant chaque feuille, chaque plante, chaque gouttelette de rosée matinale, comme un pinceau sur une toile figée dans le temps. Et pourtant, c'était là, chaque matin, le monde dans lequel Artémis s'éveillait. Elle restait allongée un instant, les yeux tournés vers la cime des arbres, où les oiseaux secouaient doucement leur sommeil, prêts à embrasser la promesse d'un nouveau jour. Leurs petites plumes, encore floues du repos, brillaient à la lumière du matin, alors qu'ils plongeaient d'un arbre à l'autre, frôlant les branches, faisant frissonner les feuilles à chaque passage. Mais ce n'était pas seulement la beauté de leurs mouvements qui nourrissait l'âme d'Artémis. C'était aussi la beauté de leurs chants, la simplicité poétique de la vie qu'elle menait parmi eux. Artémis aimait la musique presque autant que la chasse et tout autant que le rôle qu'elle s'était donné. Protéger les femmes, celles qui en avaient besoin. Dès que les oiseaux entonnaient leur mélodie matinale, elle se levait, le cœur léger, prête à embrasser une nouvelle journée pleine de lumière et de promesses. Elle marchait vers la rivière, se glissant dans l'ombre des arbres anciens et majestueux. En tant que déesse chaste, protectrice et discrète, Artémis aimait voyager sans être vue. C'était naturel pour elle, et cela lui donnait une assurance qu'elle chérissait profondément. Elle était à l'aise dans l'invisibilité, car elle ressentait le monde avec une intensité qui n'avait pas besoin d'être vue pour exister. Souvent, elle arrivait au bord de la rivière avec un sourire paisible. À cette heure si matinale, même les poissons semblaient encore dormir.
Elle retirait alors le manteau léger qu'elle portait et se laissait caresser par l'air frais du matin, ravie par la sensation vivante de la nature contre sa peau. Et tout doucement, si doucement, Artémis descendait dans l'eau. À chaque pas qu'elle faisait, l'eau fraîche montait un peu plus le long de son corps, l'accueillant dans ce monde revigorant et pur, ce monde où chaque goutte semblait la bénir. La douceur des galets sous ses pieds lui apportait un réconfort profond. Elle se sentait chez elle dans les rivières et les ruisseaux, comme celui-ci, loin de tout, loin du tumulte du monde. Là, elle pouvait écouter le chant des oiseaux en paix et laisser ses pensées vagabonder autour d'elle, comme des pétales portés par une brise capricieuse. Bientôt, les nymphes se réveillaient. Artémis les accueillait avec un large sourire, les invitant à la rejoindre dans l'eau, comme elle le faisait presque chaque matin. Certaines s'avançaient, pieds nus, et entraient dans l'eau fraîche une à une. D'autres restaient sur la berge, laissant leurs orteils ou le bout de leurs doigts effleurer le courant doux et cristallin. Puis, peu à peu, certaines nymphes sortaient leurs instruments. Des lyres, des harpes légères, et elles commençaient à jouer. Leur mélodie se répandait dans ce coin reculé de la forêt, portée par l'air du matin, remplissant l'espace d'une magie fragile et lumineuse. Les filles se mettaient à danser. Mais ce n'était pas une danse pour être vue. Ce n'était pas une danse pour séduire, ni pour attirer l'attention. C'était une danse pour l'âme. Elles dansaient pour sentir leur cœur s'épanouir dans leur corps. Elles dansaient pour exprimer la joie pure, l'amour vibrant et libre qu'elles portaient pour le monde. Et plus elles bougeaient, plus leur joie grandissait. Elles étaient entrelacées à la nature, portées par la musique, immergées dans une paix qui grandissait doucement en elles. Pendant un long moment, elles dansaient, riant, souriant, parfois même les yeux fermés, sentant chaque note, chaque vibration comme une lumière intérieure. Et puis, lentement, les mains sur les cordes ralentissaient. La musique s'éteignait peu à peu, laissant place à un autre concert, celui de la forêt. Les chants des oiseaux reprenaient leur place, claironnants, lumineux. Le murmure du ruisseau qui glissait doucement sur leur peau redevenait un bourdonnement vivant, présent, enveloppant. Et le bruissement des feuilles, léger, délicat, était si précis qu'on aurait presque pu nommer chaque feuille touchant une autre. Alors, les filles savaient. Il était temps de continuer leur journée. Souvent, elles sortaient de l'eau, laissaient la brise les sécher et partageaient leur petit déjeuner ensemble. Assises au bord de la rivière, elles n'étaient pas encore prêtes à partir. Elles s'offraient des fruits, des morceaux de figues, des baies cueillies à la main et surtout des grenades. Elles ouvraient leurs coques épaisses, découvrant les graines rouges rubis, et les savouraient grain par grain, laissant le jus sucré et acidulé caresser leur langue comme un secret délicieux. Chaque instant de la vie était à savourer, à apprécier. Et le petit déjeuner ne faisait pas exception.
Peu à peu, la journée avançait et Artémis décidait alors de ce qu'elle avait envie de faire. Elle passait d'une tâche à l'autre comme portée par une brise légère, sans urgence, sans pression. Elle savait que sa place dans le monde était aussi d'en profiter, de se réjouir des choses simples que la nature avait à offrir. Mais elle savait aussi qu'elle avait un rôle bien à elle, protéger les femmes. Et ce rôle, elle le prenait très au sérieux. Alors, chaque jour, elle portait 2 doigts à ses lèvres et laissait s'échapper un sifflement clair qui traversait la forêt comme un rayon de lumière. Les nymphes s'approchaient aussitôt, souriant doucement, et fredonnaient à l'unisson, dans l'attente paisible de ce qui allait suivre. Elles entendaient d'abord les sabots avant de voir quoi que ce soit. Un grondement discret, lointain, presque trop faible pour être cru. Mais peu à peu, le son grandissait, devenait plus distinct. Un murmure devenu mélodie, le pas gracieux d'un troupeau traversant le sous-bois. Et c'était bien cela. Alors que de nombreux dieux avaient des chars tirés par des chevaux majestueux ou des créatures fabuleuses, le char d'Artémis, lui, était tiré par des cerfs. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur eux, elle était submergée par un amour profond, une tendresse silencieuse. Les cerfs étaient de merveilleuses créatures, fragiles, gracieuses, presque irréelles. Quand ils voyaient Artémis, leurs grandes oreilles duveteuses frémissaient de joie. Éclairés par la lumière dorée du soleil qui montait lentement dans le ciel, leur pelage fauve et leur ventre blanc se paraient d'un éclat doux sans la moindre tache. Leurs petits museaux noirs frémissaient et leurs grands yeux bruns se posaient sur Artémis avec une reconnaissance sincère. Il la voyait comme une amie, comme une guide, et elle l'était de tout son cœur. Chaque jour, Artémis montait sur son char, emportant avec elle quelques nymphes fidèles. D'un simple claquement doux de ses rênes, les cerfs s'élançaient, guidant le petit groupe à travers la forêt, à la recherche de quelqu'un qui aurait besoin d'aide. En chemin, Artémis et les nymphes admireraient la nature, laissant leur regard se poser sur les merveilles du paysage qui les entourait. Elles parlaient des arbres, qui semblaient pousser plus haut, plus vert, chaque jour un peu plus. Elles évoquaient les fleurs sauvages qui, goutte après goutte de pluie nourricière, se déployaient toujours plus à travers les prairies ensoleillées. Mais peu à peu, leur voix s'apaisait. Le silence tombait naturellement, car très souvent, elles ressentaient quelque chose dans la forêt. Certaines journées, elle croisait une jeune fille partie trop loin de son village, à la recherche de bois ou de nourriture. C'était une forêt vaste, sauvage, imprévisible. Et souvent, la jeune fille qu'elle trouvait était terrifiée, persuadée qu'elle ne retrouverait jamais son chemin. Alors Artémis s'approchait d'elle avec un sourire calme et l'invitait à monter sur son char. Elle l'enveloppait de ses bras et guidait les rênes avec la douceur d'une promesse de sécurité. Elle parlait de la forêt, de ses secrets
de ces beautés cachées, pendant que les cerfs les ramenaient vers le village. Leurs adieux, au bord des chemins, étaient toujours pleins de rire et de gratitude éternelle. Parfois, Artémis tombait sur une femme fuyant des hommes trop insistants, des poursuivants, des intrus. Des femmes qui ne demandaient rien sinon le droit de vivre leur vie en paix. Et tout comme les filles perdues, Artémis les accueillait dans son char, les conduisait vers un lieu sûr. Mais dans ces cas-là, elle décochait ses flèches d'argent dans la forêt, repoussant les hommes sans ménagement, défendant la liberté avec la force d'une déesse. Ce rôle occupait une grande partie de ses journées. Beaucoup de recherches, beaucoup de sauvetage, beaucoup d'échanges sincères, de cœur à cœur. Mais au fond d'elle, il n'y avait rien au monde qu'Artémis aurait préféré faire. Chaque nuit, lorsqu'elle posait la tête sur son oreiller, une vague de satisfaction l'envahissait. Elle avait mangé des baies et des fruits qu'elle avait cueillis avec les nymphes. Elle s'était baignée dans une rivière, avait dansé au rythme des oiseaux et des lyres. Elle avait traversé la forêt pour offrir à une autre femme un peu de paix. Et chaque soir, quand la lune se hissait au-dessus de la canopée luxuriante, elle baignait Artémis dans un manteau d'argent. Et alors, Artémis souriait, parce qu'elle savait qu'elle était comblée.